Notre histoire débute comme dans un conte de fées, avec une jolie princesse. Une princesse qui nous emmène à la découverte d'un fruit merveilleux. Quelque part, dans cet univers magique, se cache une pomme toute de rose vêtue, capable d'éclipser ses concurrentes. Cette pomme existe bel et bien. Vous la connaissez sans doute. Sous son doux nom commercial, la Pink Lady, elle a conquis la Terre entière en seulement 20 ans. Avec une spécificité incroyable, où que vous l'achetiez, Argentine, France, Afrique du Sud, elle est toujours la même. Et ça fait craquer et croquer les consommateurs. À tel point qu'en Angleterre, elle a détrôné la Granny Smith, une reine des ventes devenue le symbole de la standardisation. Pour retracer son histoire, nous l'avons traquée sur les routes enneigées de France, mais aussi en Espagne, et même au bout du monde en Australie. Vous allez découvrir un scénario digne d'un bon roman, entre argent, botanique et secret bien gardé. Si la Pink Lady a autant de succès, c'est d'abord grâce à ses qualités organoleptiques. Un mot compliqué pour dire simplement qu'elle est sacrément bonne. Et ici, à l'École supérieure d'agriculture d'Angers, on le vérifie chaque semaine. Ronan Simoneau est ingénieur. Il dirige une curieuse équipe. Bien. Une douzaine de testeurs de pommes. Bonjour à tous. Bonjour. Et pour cela, il a mis au point un laboratoire spécialisé dans les tests pour l'agroalimentaire. Un laboratoire étrange, plongé dans le rouge, pour une raison bien précise. Les pommes, elles ont des couleurs différentes et là, pour ne pas être influencées par la couleur de la peau sur leur perception en bouche, en les mettant en lumière rouge comme ça, ils vont croire que tout est rouge, toute la même couleur. Ce jour-là, au menu des testeurs, 3 pommes. Une Gala, une Golden et une Pink Lady. Elles vont être notées sur 7 critères. Fondant, acide, sucre, etc. Le tout de façon la plus neutre possible. Je le mettais à 7. Quand c'est le bruit, au premier croc, le bruit qu'émet la pomme quand on la croque. Et à ce petit jeu-là, devinez qui gagne le plus de points. Laquelle était peut-être la plus croquante? 94. La 94, c'est le nom de code de la Pink Lady. Au niveau du juteux, Très juteuse. c'était celle-là aussi? Oui. D'accord. La Pink Lady l'emporte sur plusieurs critères, et pas n'importe lesquels. C'est ce que révèlent les études menées par nos croqueurs de pommes. Voici le résultat de plusieurs années de travail. La Pink Lady obtient de très bonnes notes en croquant, en fermeté, en juteux, mais aussi de bons résultats en crissant, en sucré, en intensité aromatique. Ça tombe bien, c'est exactement ce que recherchent les consommateurs. On a les variétés très acides, comme on peut penser à Granny Smith, qui vont vraiment avoir ce facteur-là de segmentation avec des gens qui ne vont pas du tout l'aimer, alors que d'autres vont aimer. Quand on est sur ces critères qu'on mentionnait, le sucré, le juteux croquant, il y a un côté consensuel. Ça ne vous empêche pas d'aimer aussi des variétés acides, mais ces critères-là sont beaucoup plus consensuels et vont plaire à une plus grande majorité des consommateurs. Une pomme au goût idéal. Mais cela ne suffit pas pour être acheté par tous. Car en France, la Pink Lady affronte une rude concurrence. Granny Smith, Golden, Red Chief, des pommes tout aussi bonnes qui ont leurs inconditionnels. Alors pour réussir, il faut quelque chose de plus. Un procédé qui a propulsé la Pink Lady au sommet des ventes. Pour le découvrir, nous nous rendons dans un supermarché en banlieue parisienne, en compagnie d'un consultant réputé dans le milieu alimentaire, Xavier Terlet. Et très vite, avec lui, nous allons voir qu'au royaume des fruits, il existe 2 catégories de pommes. Les traditionnelles, présentées en vrac, et juste à côté, les Pink Lady en tenue d'apparat. Un emballage rose bonbon, un logo en forme de cœur et même un sac offert pour chaque cagette achetée.
la Pink Lady joue à fond la carte de la séduction pour la Saint-Valentin. Mieux, elle cherche à séduire les réfractaires aux fruits, les jeunes. Si vous voulez faire manger des pommes à vos enfants qui ont des petites mains et vous jugez qu'il leur faut des petites pommes, il y a les petites Pink Lady. Ce sont les mêmes, mais plus petites, elles tiennent mieux dans la main de l'enfant, qui les mange plus volontiers. Quelques millimètres en moins et un partenariat avec Disney, astucieux et inédit. Dans l'univers de la pomme, ça c'est du jamais vu, d'aller aussi loin dans le marketing et dans la promotion. Et ce marketing, unique dans le monde de la pomme, ne se limite pas à l'emballage. La Dame en rose dépense chaque année des fortunes pour se faire désirer. Pink Lady, tellement plus qu'une pomme. Publicité télé. Ou en Belgique, sponsoring de cette série bien connue où une pomme occupe une place de choix. Et puis, souvenez-vous, Claude François avait ses Claudettes. La Pink Lady, elle, a eu ses Pinkettes, des ambassadrices de charme dans les boîtes de nuit. Ses promoteurs ont décidément tout tenté, y compris atteindre le sommet de l'État. Lettres et pommes envoyées à l'époque au président Jacques Chirac. Et comme en affaires on ne fait pas de politique, lettres également à Lionel Jospin. L'ex-premier ministre s'en amuse, il le souligne, la robe rose de cette pomme lui est bien sûr sympathique. Un marketing culotté qui ferait presque oublier une chose, le prix. Une barquette de Pink s'achète à près de 3 € le kilo, 2 fois plus cher que le prix moyen des pommes en France. Un marché, et pour une fois on peut vraiment le dire, juteux, plus d'1 milliard d'euros par an dans le monde. Oui, mais qui les empoche? Qui en bénéficie? Pour le savoir, nous quittons la France. Direction l'autre bout de la Terre, l'Australie. Plus précisément, Perth. C'est ici que la Pink Lady est née. À quelques kilomètres des gratte-ciel du centre-ville, non loin des surfeurs, dans cette paisible banlieue chic. Nous avons rendez-vous avec un homme qui a voué sa vie à cette pomme. Un Australien de 85 ans. Hi, sir. John Cripps. Frederick Montet from Capital. I'm John Cripps. Nice to meet you. Are you well? Est-ce que vous êtes bien le créateur de cette pomme? Oui, oui, c'est cela. A long story, Ça doit être une longue histoire. Allez, on y va? Let's go. La vie de John est comme celle de sa création, pleine de rebondissements. Notre homme quitte son Angleterre natale dans les années 50. Il débarque en Australie avec seulement 10 $ en poche. Il se consacre alors à sa passion, l'horticulture, au service de l'État. Il a toujours rêvé de créer une nouvelle variété de pommes. Alors en 1970, quand on lui donne le feu vert pour mener un programme de recherche, il a déjà une idée bien précise en tête. L'idée de départ, c'était de créer une variété qui se conserve bien et qui pourrait être exportée d'Australie occidentale vers l'Europe. Et pour créer son best-seller, il va se fier à une intuition. Marier une Golden Delicious à gauche à une Lady Williams à droite. En croisant les deux, il espère que leurs qualités vont s'additionner. La Lady Williams a une peau en grande partie rouge. Et c'est une pomme qui se conserve bien dans le temps. La Golden Delicious produit des arbres avec des pommes qui ont un fort taux de sucre. Mais elle ne se conserve pas longtemps. La nouvelle variété hérite des deux couleurs de ses parents, du jaune et du rouge avec une pointe de rose. Surtout, elle est sucrée et se conserve bien. Et pour obtenir cette beauté, John a mis 11 ans. Avec une infinie patience, il a cueilli des milliers de fleurs issues de pommiers de Golden Delicious. Il en a extrait le pollen avec un tamis. Puis John a ôté les pétales des fleurs de Lady Williams. Ensuite, à l'aide d'un pinceau, il a déposé le pollen de la Golden. Le tout soigneusement emballé pour éviter que le pollen ne s'envole. Chaque pomme ainsi créée a donné naissance à une multitude de pommiers,
118 000 au total. Un travail de titan. Une chance sur 50 000 d'obtenir une nouvelle variété. Du coup, certains à l'époque n'y croyaient guère. L'administration a voulu stopper le programme. Mais moi, je m'y suis opposé et je leur ai dit qu'on devrait continuer. Et on m'a répondu que je pouvais continuer mon programme à une seule condition, que cela ne perturbe pas d'autres travaux plus importants. Et John a eu raison d'insister. À 4 heures de route de Perth, son invention profite aujourd'hui à 1000 producteurs australiens. Près de 3000 en Europe. Et voici l'ancêtre de tous ces pommiers, le premier arbre de John Cripps, précieusement conservé. Sur la plaque commémorative apparaît le nom exact de sa pomme, Cripps Pink. Et juste à côté, le nom de la marque, Pink Lady. Car sa pomme est aussi devenue une célèbre marque. Pourtant, John est loin d'avoir récolté les fruits de son travail. Et vous, vous avez gagné combien avec votre découverte? Rien du tout. Si vous cultivez des variétés pour l'université, vous toucherez des droits sur les ventes, environ 10% des recettes. Mais si vous cultivez pour le gouvernement, ce dernier considère que les variétés leur appartiennent et vous n'aurez rien du tout. John travaillait pour l'État d'Australie occidentale. Cet État récolte donc en premier les retombées financières, notamment grâce à des brevets comme celui-ci déposés dans de nombreux pays. Sur chaque pommier de Pink Lady vendu à travers le monde, l'Australie occidentale touche donc des royalties. Au total, une rente de 350 000 € par an. Mais la Pink Lady rapporte beaucoup plus d'argent. Et cette fois, ce n'est plus l'État qui en profite. Nous voici maintenant à Melbourne, devant un immeuble discret, le siège de la PAL, l'association australienne des producteurs de pommes et poires. John Durham, son directeur, revient de vacances. Bonjour David, comment ça va? Pas trop mal. Passez un bon week-end? Lui et ses 8 salariés sont un peu... Bonjour Claire, bonjour Annie. Les gardiens du temple Pink Lady. Bonjour Jessie. Les dépositaires de la marque. Ils l'ont développé dans le monde entier à partir d'un minuscule bureau situé au rez-de-chaussée. Et John, c'est quoi exactement ici? C'est notre bureau spécial Pink Lady. Et la conquête du monde s'est déroulée dans un cadre très précis, à coups de classeurs et de contrats. Le siège de la marque vend des licences à travers le monde. Par continent, comme pour Pink Lady Europe, ou par pays, Pink Lady Afrique du Sud, Pink Lady Japon. En retour, ces licenciés reversent chaque année des droits d'utilisation de la marque, comme dans un système de franchise. Puis à leur tour, ils toucheront une commission sur chaque kilo de pommes vendues. Selon nos informations, par exemple, en Espagne, 12 à 15 centimes d'euros par kilo vont à Pink Lady Europe. Et John Durham veille particulièrement à sa licence et son produit en imposant des critères très stricts. La couleur et la maturité. Regardez, la première n'est pas assez bonne. La deuxième, en revanche, est parfaite. Celle-là est trop mûre. Elle est en dehors des clous. Tout est compté, pesé, testé. À commencer évidemment par la couleur. 40% de rose minimum sur un fond vert pâle, mais surtout pas jaune. La fermeté, minimum 6,8 kg par centimètre carré, mesuré avec un pénétromètre de 11 mm s'il vous plaît. La Pink Lady, un produit standardisé pour un monde globalisé. Alors ça veut dire qu'une Pink Lady achetée en Australie, c'est la même qu'une Pink Lady achetée au Chili ou en Russie? Oui, c'est notre objectif, parvenir toujours au même degré de qualité partout. Si c'est du Coca-Cola, peu importe où vous l'achetez sur Terre, ce sera toujours le même. Et comme pour le Coca-Cola, la formule exacte reste toujours un peu secrète. Exemple en France, notre pays est le plus gros producteur de Pink Lady en Europe. Pourtant, difficile d'obtenir des réponses à nos questions.
Alors nous nous sommes tournés vers l'Espagne, à Lleida, à 2 heures de route de Barcelone. Dans cette zone industrielle, la coopérative Fruilart traite toutes sortes de fruits. Mais en ce mois de décembre, place aux toutes premières Pink Lady de la saison. Elles partent à l'exportation. Une précieuse cargaison, surveillée de près par Antonio Almacelas, ingénieur en agronomie. Salut Valentina. Alors, elles sont belles les pommes? Je sais pas. Elles vont passer à la télé. Sa mission, appliquer le cahier des charges draconien de la Pink Lady. La marque australienne exige de traiter tout en douceur ses fruits. Alors, la coopérative leur offre un paisible voyage aquatique, garanti sans aucun choc. Après un bref séchage, deuxième délicate attention. Le tapis de tri est spécialement ralenti pour elles. Toutes ces faveurs s'expliquent par une raison simple. Pour décrocher l'autocollant emblématique de la marque, tout se passe comme dans un concours de Miss. Seules les plus jolies seront sélectionnées. Voici une pomme Pink Lady. Elle a bien 40% de couleur rose. Et en plus, elle n'a aucun défaut. Et à côté, voyez celle-ci. Au-delà de son manque de couleur, elle est un peu déformée, inclinée. Et ça ne passe pas pour la marque Pink Lady. La recalée finira dans la cagette estampillée Cripps. Souvenez-vous, Cripps, c'est le nom de l'inventeur, le nom de sa création. Alors ici, quand les Cripps croisent les Pink Lady, il s'agit bien de la même variété de pommes, mais pas au même prix. En ce moment, la Cripps, on la vend 70 centimes le kilo. Et la Pink Lady, autour d'1,40 €. Et ça, c'est seulement à cause de la couleur? La couleur, mais aussi les défauts, oui. Mais ça ne change pas grand-chose pour les consommateurs. Non, c'est vrai, une fois qu'ils l'ont pelé, la différence est négligeable. Pour répondre au cahier des charges de la Pink, la coopérative a dû former son personnel, investir dans du matériel. Et cela se révèle une très bonne affaire. La Pink Lady, une pomme aux pépins d'or. Notre chiffre d'affaires a augmenté. Il a pratiquement doublé. Est-ce que vous pouvez préciser? L'an dernier, on a fait 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors que quand on a commencé ici, on faisait, si je me souviens bien, plutôt entre 3 et 4 millions d'euros. Et ceux qui en profitent aussi se trouvent à quelques kilomètres de là. Les agriculteurs de la coopérative. Ici, la pomme australienne a permis à certains de doubler leur chiffre d'affaires. Seulement, pour obtenir un maximum de lady parfaite, ils n'ont guère le choix. Ils doivent, comme dans d'autres productions agricoles, utiliser des pesticides. Dans cette étude de l'INRA, l'IFT désigne l'indice de fréquence des traitements en 2006. Un peu plus de 2 traitements par an pour le tournesol, 36,5 pour les pommes, et même un peu plus pour les Pink Lady. Ainsi, les Golden Delicious ont reçu 5 fongicides de moins que les Pink Lady. Ces traitements respectent les normes en vigueur. Seulement sans eux, la Pink Lady n'aurait pas une si belle allure. Car avec moins de traitements, impossible d'avoir des pommes d'une même variété à l'identique. Au cœur du Maine-et-Loire, nous rencontrons un agriculteur bio, Bertrand Godebout. Pour ses 10 000 pommiers, il utilise de l'argile, du purin d'ortie ou du soufre. Et voilà le résultat, stocké dans sa grange. Par exemple, cette rouge-là, c'est de la Melrose. Là, c'est de la Rainette Canada grise. Et à chaque fois, là, c'est de la Jubilée. Des traitements naturels très limités. Et là, c'est de la Clochard, la Rainette Clocharde. Et pour ces pommes, vous avez fait combien de traitements? Alors, pour la Melrose, par exemple, on tourne à peu près entre 5 et 7 traitements. Canada grise, 3 traitements. Et là, on finit par la Clochard qui a 0 traitement.
Je ne sais pas si les consommateurs boudent ces pommes-là, mais c'est plutôt aussi le système commercial qui veut que des belles pommes sur les rayons, quoi. Donc on est obligé de faire des pommes avec maximum 1 cm² de tablure, on est obligé de faire des pommes qui sont rondes, qui n'ont aucun défaut, quoi. Le problème, c'est que Bertrand n'arrive pas à obtenir le 0 défaut. Il jettera 5% de sa production, 5% qui finiront en compost. Bien loin du succès de la pomme rose, qui, elle, a réussi la standardisation à l'extrême, la Pink Lady, la petite pomme qui a croqué la terre entière.